En 1959, Hitchcock est clairement à l'apogée de sa carrière. Il vient d'aligner un très grand nombre de chefs-d'œuvre. Il en sort quasiment un par an. Il a fait en 1954 Fenêtre sur cour. Ensuite, il a fait Vertigo. Il a aussi fait, juste l'année d'avant, La mort aux trousses. Donc c'est vraiment quelqu'un qui comptait énormément à Hollywood. Et donc chaque nouveau projet est vraiment attendu par la presse et par le public. Et il a vraiment envie à ce moment-là de se renouveler totalement. Il a envie de faire des expériences, il peut se les permettre parce que justement, on lui laisse vraiment les coups des franches pour faire à peu près ce qu'il veut. Et il a envie de faire un petit film qui soit assez audacieux et qui renouvelle complètement sa partition habituelle. Hein, il est connu comme étant le maître du suspense. Il est très connu notamment aussi à la télévision puisqu'il présente une émission qui s'appelle Alfred Hitchcock Présente, qui consiste à faire des introductions de films au format court, télévisé, des téléfilms, et qui marchent très très bien à la télévision américaine. Et il lit un livre qui s'appelle Psycho de Albert Bloch et qui s'inspire de l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle Ed Gein et qui a eu une très longue postérité cinématographique. C'est un fermier du Wisconsin dont la maison va être un jour visitée par la police et ce sera une sorte de musée des horreurs absolue. Et il est inculpé de viol de sépulture, de cannibalisme. Et il va inspirer donc le personnage de Norman Bates dans Psycho, mais il inspirera aussi Massacre à la tronçonneuse et plus tard le personnage du Silence des agneaux. Donc c'est vraiment une personnalité extrêmement fertile pour le monde du cinéma. Le livre plaît beaucoup à Hitchcock et il décide d'en acheter les droits, avec une petite malice d'ailleurs, c'est qu'il ne dit pas vraiment qui il est lorsqu'il en achète les droits et l'auteur n'a aucune idée de la portée de cette vente-là et il le vend pour $9000, ce qui est absolument ridicule. Et il n'est pas en position de faire monter les enchères parce qu'on ne lui dit pas à qui il va les vendre. Donc, à partir de là, les collaborateurs fidèles d'Hitchcock commencent déjà un peu à prendre peur quand ils voient le sujet du livre et quand ils voient la perversion, la violence, toutes les allusions sexuelles, et commencent un petit peu à se désengager. Donc, Hitchcock en profite pour justement accroître son idée d'un petit film et explique qu'il va le faire sans salaire et qu'il va le faire sans studio, à part pour la distribution, évidemment. Ce qui rassure beaucoup les studios de ne pas trop s'engager sur un tel film. Et donc, il en devient le producteur et il participera aux bénéfices des recettes du film. Donc, il engage un scénariste qui s'appelle Cavanagh, avec lequel il bosse et auquel il donne dès le départ des instructions visuelles très précises en lui expliquant vraiment quels sont ses objectifs. Et Cavanagh a le tort à un moment d'avoir une proposition un peu forte et de s'éloigner des directives du maître. Donc, il le congédie assez rapidement. Mais en réalité, il va vraiment garder le premier jet de manière assez fidèle. Et il y a un nouveau scénariste qui arrive, qui s'appelle Joseph Stefano, et qui va mener à bien l'écriture jusqu'au bout. Et là, ils vont faire un travail à deux vitesses. Stefano a envie d'épaissir les personnages, de travailler leur psychologie, et Hitchcock n'accorde pas du tout d'importance à ça. Hein, il lui dit vous faites à peu près ce que vous voulez et au fur et à mesure il lui laisse quelques scènes et Stefano explique très bien que durant le tournage il éliminera les scènes qu'il considérait comme étant trop psychologisantes. Il y a par exemple une scène à laquelle tenait beaucoup le scénariste qui explique à la fin la douleur pour Sam et Layla d'avoir appris le décès de Marion. Et que Hitchcock laisse écrire à Stefano, mais il a probablement déjà l'idée qu'il ne la tournera jamais. Et au tournage, il lui dit que la scène est inutile, qu'elle va rallonger inutilement le récit, et puis il la zappe totalement. Stefano, lui, sait qu'il va devoir rendre le personnage quand même un petit peu plus sympathique. C'est pas le mot, mais qui a une possibilité de lien avec le public. Donc il modifie le personnage du récit, qui est un gros chauve assez repoussant, et il décide d'en faire un personnage plus fragile, plus frêle, plus sensible. Et là, l'acteur Anthony Perkins vraiment s'impose à Hitchcock et à Stefano, et il sera donc engagé, ce sera clairement le rôle de sa vie. Donc l'écriture avance, et Hitchcock explique à
à Stefano qu'il peut y aller au niveau de l'audace, de ce qui concerne la violence, de ce qui concerne toute la thématique sexuelle, et que lui s'occupera de la censure dans un second temps. Donc il lui donne vraiment carte blanche sur ces scènes-là. Et donc Stefano ne se fait pas prier, c'est peu courant évidemment à l'époque de pouvoir librement évoquer ces sujets-là, et ça explique notamment la première séquence qui se passe donc sur une relation sexuelle en pleine journée entre deux amants qui ne sont pas encore mariés, etc. Et il y a une scène aussi à laquelle tient Stefano et qui aujourd'hui nous fait un peu sourire. Il veut absolument qu'on voit les toilettes. Ça n'avait été jamais fait jusqu'à présent. Ça paraissait totalement inconcevable de voir un plan des toilettes. Il y a donc la scène où elle déchire les papiers, qui aura du sens après, puisqu'on va miraculeusement retrouver un petit fragment. Et Hitchcock lui dit mettez-la dans le scénario, on se débrouillera. Et vous voyez qu'elle est effectivement elle est apparue. Arrive donc le temps du tournage. Lui, il sait évidemment, comme d'habitude, exactement ce qu'il veut au niveau visuel. Il a tout préparé. Il a coutume de dire souvent à la fin de l'écriture que le film est terminé et qu'il n'y a plus qu'une formalité, c'est de le mettre sur pellicule. Parce qu'il sait exactement, lui, où il va. Le reste, ça va être aux techniciens de vraiment mettre en forme et aux acteurs ce que lui a déjà en tête. Donc pour le tournage, ça va être un tournage très léger et il va convoquer l'équipe avec laquelle il travaille puisqu'il réalise certains des épisodes d'Alfred Hitchcock présents à la télévision. Donc il prend la même équipe, une équipe assez réduite et puis surtout une équipe qu'il le connaît bien et qui fonctionne justement sur des productions qui sont beaucoup moins ambitieuses. Il faut savoir par exemple que le budget de Psychose est égal à 1/5 de La Mort aux trousses qu'il a tourné juste l'année d'avant. Donc il est vraiment dans une ambiance, il appelle ça « My 30 Days Picture », le film que je vais tourner en un mois. Et effectivement, le tournage va durer à peu près 5 semaines, c'est extrêmement court, le tournage se passe très bien. Il s'entend particulièrement bien avec Anthony Perkins, à qui il laisse une liberté que généralement il ne donne pas tellement aux comédiens. Il lui permet par exemple de refaire ses prises quand il n'en est pas satisfait. C'est Anthony Perkins qui suggère notamment cette idée de toujours manger des bonbons, par exemple, pour donner ce caractère un petit peu enfantin au personnage. Et il s'entend beaucoup moins avec celui qui joue Sam, John Gawain, qui lui essaye un petit peu de l'impressionner. Et il va un peu doucher toutes ses ardeurs dès le départ, et dès notamment le premier jour de tournage où il doit tourner la scène dans la chambre avec Marion. Et John Gawain donc, se retrouve très impressionné et avec le flegme britannique qui caractérise Hitchcock, il le regarde et lui demande d'être un petit peu plus dans l'ambiance et il va prendre à part l'actrice pour lui demander si elle peut un petit peu le motiver et rendre ça un petit peu plus chaud parce que là ça marche pas du tout. Avec elle, il va avoir un excellent lien. Elle a beaucoup d'humour et Hitchcock est quelqu'un qui aime beaucoup faire des blagues d'assez mauvais goût, qu'elles soient d'ordre sexuel ou morbide. Et il y a certaines actrices qui n'ont vraiment absolument pas supporté. Elle en rit énormément et il a notamment à plusieurs reprises mis la momie dans sa loge. Et au moment où elle ouvre la porte, elle hurlait à chaque fois et lui mesurait l'intensité des cris pour savoir laquelle, parce qu'ils ont plusieurs versions, laquelle allait être la plus effrayante à garder pour la fin. Et elle raconte ça avec beaucoup d'humour et ça fait partie de ses bonnes expériences. Elle explique en fait que les directives d'Hitchcock sont très claires, puisque lui, la psychologie ne l'intéresse pas. Il lui dit, la chose à faire, c'est de suivre les mouvements de caméra, c'est tout. Voilà, quand la caméra bouge, vous devez être dans le cadre. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Et elle suit, et ça fonctionne effectivement, ce qui en dit long sur la façon dont, évidemment, Hitchcock aborde ses tournages et la finalité même de son film. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc le tournage s'achève dans les temps, avec évidemment une période qui va être extrêmement dense, c'est celle du tournage de la scène, évidemment, de la douche. Sur donc quasiment 5 semaines de tournage, une semaine entière est dédiée à cette scène-là, qui demandera de multiples prises et qui prendra une part assez importante du budget. C'est Saul Bass, qui est un designer très connu et qui a fait un grand nombre de génériques Hitchcock, celui que vous avez vu, mais c'est aussi les génériques très célèbres, par exemple de La Mort aux trousses ou de Vertigo, qui va dessiner cette scène. Bien entendu en partenariat avec Hitchcock, mais c'est quand même lui qui réfléchit à toute la manière dont la scène va être tournée.
Il dira d'ailleurs plus tard, ça créera une petite polémique, que c'est lui qui a réalisé la scène, ce qui sera démenti par un très grand nombre de personnes qui étaient présentes sur le tournage. Et donc, durant cette scène, il se retrouve enfermé dans un espace extrêmement petit. Alors, toutes les façades, évidemment, sont amovibles pour pouvoir placer les caméras. Et ils vont devoir travailler avec, évidemment, des contraintes très importantes. Anthony Perkins n'est pas présent à ce moment-là, il est à New York. C'est une doublure qui s'occupe d'être de l'autre côté du rideau. Et l'actrice principale elle-même, Lee, évidemment, elle est doublée dans les scènes de nu par deux personnes, dont une stripteaseuse qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, sera assassinée plus tard par un malade mental obsédé par le film. Et le travail, donc, consiste à essayer de faire en sorte d'en montrer le plus tout en n'en montrant pas trop. Et ça va être évidemment un travail réglé au millimètre et qui va monopoliser toute l'équipe. L'actrice explique évidemment qu'en dehors des moments où elle est doublée, elle doit évidemment être sur place, et notamment pour ce plan final extrêmement difficile à tourner, où elle a l'œil ouvert et où il y a un zoom arrière. À l'époque, la technique ne permet pas d'avoir un autofocus, ce qui fait que les techniciens doivent veiller à ce que pendant que l'appareil recule, la mise au point soit réglée au même moment. Donc c'est extrêmement difficile de la voir pour que le point soit toujours là. Et donc elle doit rester le plus immobile possible. D'ailleurs, quand on connaît bien la scène et qu'on la revoit, on voit qu'elle respire à un moment. Et ça, c'est Alma, la femme d'Hitchcock, qui avait été la seule à le voir après de multiples prises. Et donc, il faut une vingtaine de prises, ce qui est extrêmement pénible pour l'actrice, qui, en plus, à ce moment-là, a une sorte de combinaison en moleskine couleur chair qui lui colle à la peau pour donner le sentiment qu'elle est nue, notamment dans le plan d'ensemble. Et cette combinaison commence, à cause de la condensation, à se décoller. Et elle a des gouttes qui lui coulent partout et qui la chatouillent et qui lui donnent envie, évidemment, de bouger. Et elle en peut tellement plus à la 20e prise de refaire ce plan qu'elle arrive à tenir et qu'elle sait pertinemment que cette combinaison qui se décolle de partout, elle est vue hors champ par tous les techniciens présents. Et elle préfère leur offrir cette vision-là que de devoir bouger pour refaire encore ce plan qui est atrocement douloureux à tourner. Au départ, Hitchcock veut que cette scène soit uniquement au niveau sonore accompagnée par les cris et les bruitages, évidemment, parce qu'il y a des effets spéciaux dans cette scène. L'une des raisons pour lesquelles ils font le film en noir et blanc, il y en a deux. Il y a l'idée de faire un film télévisé, il y en a trois en réalité. Il y a un modèle très important que Hitchcock brandit tout le temps. Il a fait voir le film plusieurs fois au scénariste, c'est Les Diaboliques de Clouzot, qu'on montrera un jour ici d'ailleurs, qui est un excellent film. Et une autre raison aussi, c'est qu'en noir et blanc, le sang passe mieux au niveau de la censure. Et donc ici, là, c'est du coulis de chocolat. Ils font plein de tests pour voir quelle est la bonne densité, quelle est la bonne teinte qui permettrait de l'avoir. Et il y a un autre casting important, c'est le bruit du couteau qui rentre dans la chair. Donc il y a un gros steak à un moment, mais c'est surtout des melons en fait. Et on fait une audition avec Hitchcock qui écoute le bruit de la lame dans différents melons et il en choisit un qui sera vraiment le bruit qui le satisfera. Donc lui, au départ, il veut ces bruitages-là et le cri de la femme. Et Bernard Herrmann, le compositeur, qui a déjà plusieurs fois travaillé avec lui, c'est lui qui a fait l'extraordinaire bande originale de Vertigo, par exemple, sur la quad, lui suggère d'accompagner ça de musique. Et c'est la musique, évidemment, qu'on connaît aujourd'hui et qui est devenue célébrissime. C'est l'un des thèmes les plus connus de l'histoire du cinéma. Au départ, Bernard Herrmann est convoqué pour faire une bande originale plutôt jazzy. C'est les premières instructions d'Hitchcock. Et il se retrouve avec un budget forcément qui est réduit aussi au niveau musical. Et il dit, moi je vais faire une musique à budget réduit. Et il appelle d'ailleurs, c'est assez amusant, il dit que ce sera sa musique noir et blanc. Et donc il va utiliser uniquement des cordes. Et c'est vrai que dans cette partition, de tout le score, on n'a aucune percussion, aucun instrument avant, aucun cuivre, etc. Ce ne sont que des cordes, et ça crée une rythmique très particulière et qui accompagne parfaitement, au-delà du thème des scènes de meurtre. Il y a le générique de début qui revient à plusieurs reprises et qui est extrêmement puissant et qui est justement aussi réduit de manière assez efficace et qui rentre en osmose avec l'esthétique générale de ce film qui est un film épuré, si vous voulez.
Reste pour Hitchcock un vrai défi, ça va être de convaincre la censure. Alors Hitchcock joue un double jeu. Il faut rappeler que dans sa prime jeunesse, quand il travaillait encore en Angleterre, Hitchcock était un publicitaire. Donc il a gardé pas mal de choses, de techniques de cette période-là, et il va jouer sur 2 tableaux. Quand il annonce le tournage de Psychose, donc dans les médias hollywoodiens, il annonce un film où il y aura du sang, de la nudité, enfin des choses totalement inédites, donc il fait clairement monter les attentes, et il explique qu'on verra d'ailleurs les fesses de l'actrice principale, et que ça va être extrêmement sanglant. Et à partir du moment où il a annoncé ça, il ferme le plateau à la presse. Généralement, la presse peut faire des photos de tournage, etc. Et donc là, c'est un plateau fermé, la presse ne peut pas savoir et ronge son frein tout en alimentant certaines rumeurs. Il fait notamment passer une fausse annonce pour le casting de la mère de Norman, de manière à faire croire qu'elle jouera effectivement un rôle, donc il crée des fausses pistes. Et ensuite, eh bien, avec la censure, il va devoir un petit peu gérer. En fait, il est très malin parce qu'il annonce des choses abominables à la presse qui vont évidemment totalement paniquer la censure. Et à la censure, il explique qu'il ne va pas aller aussi loin. Le fameux plan où on voit les fesses de Madame Lee existe en réalité. Il la filme en plongée dans la scène de la douche à la fin, allongée, donc sur le ventre, et on voit l'intégralité de sa nudité. Joseph Stefano, d'ailleurs, trouvait cette scène absolument splendide, ce plan magnifique, tragique et sensuel à la fois, qui combinait là, Eros et Thanatos, tout ce que vous voulez. Et en fait, Hitchcock le tourne en sachant pertinemment qu'il va l'abandonner. Mais l'idée, c'est d'en faire davantage et renoncer pour pouvoir garder d'autres choses. Donc il dit à la censure, bon d'accord, j'enlève ça. Mais vous me gardez les toilettes, par exemple. Hein, on est dans ce genre de négociation. Et vient évidemment la scène de la douche. La scène de la douche pose de gros problèmes parce que, évidemment, la censure, le comité de censure dit que c'est absolument impossible de laisser cette scène, qu'on voit tout, qu'il y a des giclures de sang, qu'il y a la lame qui rentre dans la chair, etc. Et en fait, ce n'est pas le cas. Évidemment, le montage fait beaucoup de choses. Et Hitchcock leur demande quels sont les plans qu'ils doivent enlever. Et ils sont bien embêtés, d'autant qu'en fait, ils se rendent compte quand ils la revoient ensemble que tout le monde n'est pas d'accord sur le moment qui pose problème. Donc il y a une confusion liée évidemment au montage et à la quasi-abstraction de cette scène qui fait qu'ils sont fort embêtés avec cette scène. Et Hitchcock va jusqu'à leur proposer de la retourner en leur présence pour qu'ils leur disent à quel moment ça pose problème. Il sait pertinemment qu'il y a peu de chances qu'ils sortent de leur bureau. Et c'est le cas, ils ne viendront pas sur le plateau le lundi suivant et il gardera la scène tel qu'il l'avait prévu. Autre élément pour la censure extrêmement important, c'est la scène finale. Hitchcock a eu pas mal de reproches sur cette longue scène finale où le psychiatre explique tout. Et c'est vrai que c'est une scène assez lourde, qui vient verbaliser des choses qu'on avait compris, et certaines n'avaient pas besoin d'être autant explicites. En fait, Hitchcock le fait pour la censure. Parce qu'il sait pertinemment que s'il y a cette explication, on va clairement expliquer les choses rationnellement et on va expliquer la perversion, si vous voulez, on va la rationaliser et la mettre à distance. Et il y a par exemple cette histoire du travesti, qui posait énormément de problèmes, et il explique non, c'est pas un travesti, c'est autre chose, on n'est pas dans la même perversion. Et à la fin du tournage de cette scène, le psychiatre, qui joue très bien son rôle, et apparemment il aurait fait une seule prise, et à la fin de sa prise, il parle très longuement, c'est quasi un plan séquence, la dernière partie de son discours. L'équipe applaudit, et Hitchcock, qui généralement ne fait aucun commentaire et laisse vraiment les plans se dérouler, il est généralement un peu sur son trône, d'un air assez affable, descend, va serrer la main de l'acteur et lui dit « Vous avez sauvé mon film ». Donc c'est un indice hyper important sur justement la nécessité de cette explication-là, qui aujourd'hui nous paraît redondante, mais qui en fait a permis en réalité au film d'exister, si vous voulez. Vient donc le moment où il va devoir un petit peu faire la pub de son film. Donc il annonce clairement au public que ça va être extraordinaire, et la presse attend de pouvoir voir le film. Et il fait un sale coup, il interdit les projections de presse. Ce qui va mettre vraiment en colère la presse, qui va être obligée d'aller avec les gueux des projections publiques, découvrir en même temps. Ils n'ont pas leurs avant-premières, ils n'ont pas leurs articles qui annoncent, etc. Et Hitchcock va verrouiller complètement les projections tout en assurant quelque chose qui sera de l'ordre de ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz gigantesque. Les collaborateurs d'Hitchcock, qui travaillent pour la distribution, sont vraiment inquiets sur l'impact que va avoir le film.
les premières projections qu'ils font entre eux, ils ne sont pas trop convaincus. Hitchcock remonte le film. Même Stefano, quand il voit le premier montage, il trouve que ça ne fonctionne pas. Et donc les collaborateurs décident de louer le maximum de salles aux États-Unis les 2 premières semaines, en anticipant le fait que peut-être que le bouche à oreille va être négatif, mais au moins on aura touché un large public grâce à toute la campagne de promotion. Et de son côté, Hitchcock explique qu'il interdit aux gens de rentrer en cours de séance durant le film, ce qui arrive pas mal à cette époque. On est sur un système de projection qui continue carrément, et souvent les gens rentrent en cours de... Et là, il met en place une clause, il fait beaucoup de pub là-dessus aussi, en disant que personne, absolument personne, et il précise même la reine d'Angleterre, Dieu la bénisse, ne pourra rentrer après le début du film. Et les journalistes vont même faire des tests, ils vont essayer avec une fausse femme enceinte de rentrer 10 minutes plus tard, ils n'y arriveront pas, ils expliqueront que c'est réel, etc. Donc tout ça, ça fait tout un storytelling autour du film, parce qu'ils refusent l'idée que des acteurs puissent rentrer après la mort de Marion et ne pas comprendre réellement ce qui se passe alors qu'ils attendent une star et qu'ils ne la voient pas. Le film est un gigantesque succès. La presse au début est assez méchante parce qu'ils veulent se venger de ne pas pouvoir l'avoir vu en avant-première, et donc dézinguent un petit peu le film, mais en fait reviennent assez rapidement sur leurs avis. Dans les bilans de fin d'année, le film est très haut classé dans la presse, et c'est le 2e plus grand succès de l'année après Ben-Hur. Mais quand on pense au budget de Ben-Hur, en matière de rentabilité, évidemment, Hitchcock a fait un immense succès, d'autant qu'il a un intéressement extrêmement important aux recettes, et ce sera le film qui lui rapportera le plus d'argent, clairement, de sa carrière. Arrivent les Oscars. Il est nommé pour la 5e fois à l'Oscar du meilleur réalisateur. Ce sera son 5e échec. Et son ultime, puisqu'il n'aura plus de nomination après 1960. Donc il n'aura jamais cet Oscar-là si prestigieux. Donc voilà pour la jeunesse du film. Quelques pistes maintenant d'analyse sur le film. Alors c'est un film qui a été immensément commenté, énormément analysé, et qui, dès le départ, est un film qui se veut à contre-courant. Et c'est la première chose. Il y a donc tout ce que je vous disais sur l'idée du téléfilm. Hitchcock prend vraiment un risque. Le public a été habitué à quelque chose qui est très sophistiqué, très glamour, des acteurs célèbres. Et il a évidemment une sorte d'horizon d'attente. Lui, il décide d'aller complètement à rebours de ça. Il veut faire un film d'horreur. Il est extrêmement intéressé, parce qu'il observe tout ce qui se passe autour de lui, par les succès récents qu'il peut voir de petits films, les productions de Roger Corman notamment, ou de la maison de production Castle, qui font des petits films noir et blanc d'1h30 et qui marchent pas mal pour des budgets dérisoires. Et il se dit, mais ce serait quand même intéressant qu'un grand réalisateur essaye un petit film. Et c'est ce qu'il fera avec Psychose. L'idée aussi, c'est que sur un film d'épouvante, il propose quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'a été jusqu'alors le film d'horreur. Le film d'horreur, jusqu'à présent, ça a été tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, du paranormal, les fantômes, Frankenstein, etc., etc. Lui, il va montrer une horreur qui est celle de l'Amérique, des endroits déclassés, marginaux, et une horreur qui finalement a pignon sur rue et qui se passe peut-être derrière les cloisons de rues dans lesquelles on passe tous les jours. Et c'est quelque chose là de très novateur. Après Psychose, l'hôtel deviendra un vrai cliché du film d'horreur, un endroit de rencontre dans lequel tout devient possible, et évidemment souvent le pire, si vous voulez. La deuxième audace, c'est celle, évidemment, de tuer l'actrice principale à 45 minutes du film, à peu près un tiers. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. Il joue, bien entendu, avec ça, et il a un but, c'est de surprendre aussi, non seulement sur la forme, mais aussi sur le scénario habituel, où on ne peut pas imaginer que le personnage auquel on s'est attaché puisse, comme ça, subitement, totalement disparaître. Et c'est là qu'on retrouve le Hitchcock qui s'est auto-qualifié de maître du suspense. Là, on est plutôt dans le maître de la manipulation. Le film fonctionne vraiment sur une série de leurres
qui vont manipuler le spectateur. Et Hitchcock le dit souvent, hein, il a envie de jouer avec les émotions des spectateurs comme il jouerait d'un orgue. Il parle aussi de direction d'acteur, mais aussi de direction de spectateur. Et donc tout le film fonctionne sur des fausses pistes. Vous avez cette première histoire, qui est ce vol, qui nous embarque avec Marion, et qui finalement va s'achever et va être complètement abandonné en cours de route. Alors même si effectivement le vol motive la présence de ceux qui vont venir la rechercher, en réalité on a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et il joue d'ailleurs avec les attentes du spectateur. Lorsque Norman nettoie la pièce, la caméra insiste sur ce journal, ce serait peut-être pas mal de le chercher, et nous on a envie évidemment qu'il le cherche. Et quand il le prend enfin, on s'imagine une suite, même quand il l'a balancé dans le coffre. À chaque fois on imagine que ça va avoir du sens, et à la fin on dit il est dans le marais. C'est complètement abandonné. Et le deuxième leurre, ça va être évidemment la deuxième histoire, à laquelle Marion a l'impression d'assister de manière, si vous voulez, on est complice avec elle ici, elle voit cette silhouette, puis elle entend surtout cette conversation qu'elle n'est pas censée entendre, et qui lui donne des indices sur la relation d'un fils et d'une mère. Et là, on rentre dans une nouvelle fausse histoire, qui ne sera évidemment révélée qu'à la fin. Et cette manipulation, elle fonctionne pendant tout le film, au point justement que le plaisir d'Hitchcock est de vous embarquer avec un personnage, et toujours un personnage qui théoriquement ne devrait pas susciter l'empathie du public. Nous avons de la sympathie pour Marion, qui a quand même volé, d'accord, et qui est une femme qui a l'air d'être un peu téméraire, qui a des relations sexuelles hors du mariage, au lieu de sa pause déjeuner, en pleine journée de travail, qui feint une migraine pour rentrer chez elle, etc. Vous remarquerez d'ailleurs la binarité, la première fois qu'on la voit en soutien-gorge, son soutien-gorge est blanc, et au moment de la scène du vol, quand elle est tentée, son soutien-gorge est noir, et on voit vraiment qu'elle est passée du côté obscur de la loi, si vous voulez. Donc la symbolique est très nette. Mais il ira même jusqu'à le faire pour Norman. C'est-à-dire que quand Norman assiste au meurtre commis par sa mère, eh bien subitement, on va rentrer quasiment en empathie avec lui, et notamment cette scène qui est vraiment voulue comme telle, la voiture qui se bloque dans le marais, crée une réaction du public où on se dit « Oh mince !» Alors que pendant les 3 premiers quarts d'heure, on était clairement du côté de Marion, et que quand un flic toquait à sa porte, on se disait « Oh mince !» Donc on est complètement versatile, si vous voulez. Et ça, Hitchcock prend un malin plaisir à nous le montrer et à démontrer que finalement, nous, on n'est pas tellement intéressés par le bien et le mal, on est plutôt embarqués. Et ça, il a envie, évidemment, de nous le prouver. Donc l'autre grand thème, c'est celui du voyeurisme, évidemment. Le thème a déjà été abordé, on l'a vu l'année dernière avec Fenêtre sur cour. Mais là, on était justement dans quelque chose de beaucoup plus glamour, de beaucoup plus masqué, et on jouait sur des symboles qui étaient toujours évidemment interprétables. Il y avait toute une dimension du voyeurisme érotique, etc. Alors que là, il est évidemment beaucoup plus explicite, beaucoup plus frontal, si vous voulez. Et en fait, le voyeurisme, il traverse absolument tout le film. On le voit dès la première scène, avec cette caméra qui rentre dans la fenêtre, sous la fenêtre, et à l'intérieur, sous le store. D'ailleurs, là aussi, Hitchcock avait annoncé à la presse qu'il allait faire le plan séquence le plus long de l'histoire du cinéma, et que sa caméra allait arriver par hélicoptère, traverser toute la ville de Phoenix, jusqu'à rentrer à l'intérieur de... Et il n'a pas pu le faire parce que techniquement, ça ne marchait pas. La stabilité de l'appareil par rapport à l'hélicoptère, ça ne fonctionnait pas, donc il a dû y renoncer. Mais il y avait déjà cette idée d'arriver de très loin et de faire un zoom extraordinaire pour aller voir. Et le voyeurisme, ensuite, il traverse toutes les séquences. Il est d'ailleurs mêlé à un autre désir, qui est celui du vol, puisqu'on voit carrément la caméra rentrer dans l'enveloppe de billets sur le lit, pour très clairement montrer le désir auquel ne va pas pouvoir résister le personnage de Marion. Et on est ensuite, Marion elle-même, dès le début du film, elle se retrouve toujours en proie, en réalité, au voyeurisme. On le voit lorsqu'elle est l'objet vraiment des regards très libidineux du riche personnage qui va acheter le bonheur de sa fille. Ensuite, elle est vue de manière très insistante par ce policier avec ses lunettes noires qui fait extrêmement peur et qui renvoie
à une image très fréquente qu'on a chez Hitchcock. L'histoire est connue. Hitchcock explique que quand il était petit, il avait fait une bêtise et que ses parents l'avaient envoyé chez un ami policier au commissariat avec un petit mot. Il leur avait donné le mot et puis il leur avait dit enfermez-le un petit peu, histoire de lui apprendre la vie. Et donc, il se serait retrouvé enfermé. Alors, il y a une légende qu'il a l'air d'agrémenter un petit peu, mais en tout cas, très jeune, il aurait été enfermé dans un commissariat, et c'est quelque chose qui lui aurait donné une peur, panique de l'autorité. Et on la retrouve dans très nombreux films. À chaque fois, l'autorité, elle se trompe, et elle est plutôt du côté de l'injustice. Le nombre d'innocents accusés à tort dans les films d'Hitchcock est absolument colossal. Ce n'est pas le cas ici. Mais en tout cas, Marion, elle se retrouve face à ce policier qui lui fait extrêmement peur. Et ensuite, évidemment, elle est l'objet du voyeurisme au sens propre du terme de la part de Norman. Et si vous regardez la progression de ce regard au fil du récit, elle est de plus en plus explicite et graphiquement de plus en plus travaillée. Dans la scène de la douche, vous avez d'abord le rond par lequel il regarde, et ensuite vous allez avoir un motif répétitif sur tous les ronds. Vous avez le pommeau de douche, et vous avez évidemment son œil, vous avez l'évacuation. D'ailleurs, Hitchcock rendait les gens fous par rapport justement à ces détails techniques. La direction d'acteur, il s'en fichait pas mal, mais il fallait absolument, par exemple, que le tourbillon il aille dans ce sens. Et c'est extrêmement difficile pour les techniciens d'obtenir ça. De la même façon, la scène finale avec le fauteuil qui tourne, il y avait un mécano en bas, un technicien qui devait le faire tourner très lentement et ça devait correspondre pile au mouvement de caméra. Ils l'ont retourné un nombre incalculable de fois. Et il fallait que le mouvement de l'ampoule puisse justement aboutir à cette dernière cavité hyper importante, l'orbite qui est l'œil et qui est l'œil totalement creux. Et il voulait absolument qu'on voit ce creux et c'est la raison pour laquelle on a ce balancement de la lumière qui justement insiste sur cet œil vidé, creux et qui devient totalement morbide et l'effroi absolu en termes de voyeurisme, si vous voulez. Alors évidemment, le voyeurisme ultime, c'est cette fameuse scène de la douche, qui est la scène la plus décortiquée, commentée, imitée de l'histoire du cinéma, et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en réalité est une scène, et c'est ça le plus intéressant, ça ne sert à rien de trop la décortiquer. Parce qu'en réalité, cette scène, elle a été faite avec des contraintes, et Solbass, ça lui a été dit explicitement, dans cette scène, il fallait pas de giclure de sang, pas de lame qui rentre dans la chair qu'on voit, pas de nudité totale. Et avec ça, il fallait évidemment le suggérer. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et que les censeurs eux-mêmes avaient envie de couper mais ils ne savaient pas où? C'est que tout le montage, dont certaines scènes du corps nu ont été tournées au ralenti de manière à ce que justement on puisse s'arrêter exactement avant que ça devienne trop explicite, c'est qu'en fait le montage et la somme de tous les éléments de la scène nous donne vraiment la certitude qu'on a vu ce qui n'est pas montré. Le tueur, en réalité, c'est le personnage qui déchire le rideau de douche, mais c'est aussi, évidemment, le monteur, c'est le réalisateur et c'est le compositeur, puisque c'est très... si vous voyez ces obliques de l'eau, si vous voyez ces coups de couteau et si vous entendez ces saccades des cordes extrêmement aiguës, tout ça, c'est autant de coups qui viennent, si vous voulez, fonctionner comme une sorte d'excroissance de ce qui est montré ou ne l'est pas, et notre cerveau fait le reste. Les plans sont de toute façon trop rapides et nous sommes persuadés de voir plus que ce qu'on nous a montré. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de toujours revenir à cette scène fondatrice, parce qu'elle marque clairement une étape dans la représentation de la violence dans l'histoire du cinéma américain notamment, parce qu'elle a été énormément copiée, c'est devenu une référence, la musique aussi, et en fait, ce qu'oublient souvent les gens qui la copient, c'est justement qu'elle fonctionne sur le non-dit. Brian De Palma, qui par exemple passe son temps à remettre cette scène de douche à peu près tous les 3 films, il a des moyens, 20 ans plus tard, dans les années 80, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Et on verra effectivement des nudités frontales, on verra des scènes extrêmement gore, mais ça n'aura jamais l'impact justement de cette scène-là, parce que cette scène-là, on se l'est appropriée. Et l'horreur ou l'érotisme qu'on peut mettre dans cette scène viennent de notre fabrication, de notre usine intime à fantasmes, si vous voulez. Et ça, Hitchcock, il le sait pertinemment. Et c'est ce qui fait que cette scène, elle est tellement importante pour le public. Alors, il y a un autre élément, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est évidemment toute la dimension psychanalytique. La psychanalyse, dans les années 60, elle est extrêmement vivace, et évidemment que
les commentateurs se sont régalés sur ce film, d'autant, et ça il faut le reconnaître, que Stefano était en pleine psychanalyse au moment où il a fait le scénario. Et il explique lui-même qu'il avait visiblement pas mal de soucis à régler avec sa mère, son propre Oedipe étant assez important, et que lui-même s'est retenu, il mettait des mères un petit peu partout. Et c'est vrai que vous avez évidemment la relation de Norman à sa mère, mais en réalité, vous avez toujours des mentions. On parle du tableau de la mère qu'on retournera au début dans la scène, où il dit « on ira chez ta mère », etc. Ensuite, l'autre secrétaire parle aussi de sa mère, qui lui donne des tranquillisants le jour de son mariage. D'ailleurs, elle est jouée par la fille d'Hitchcock. C'est Pat Hitchcock qui joue ce petit rôle. Et Stefano se rend compte qu'il en fait peut-être un peu trop. Et il va arrêter de mettre d'autres personnages de mère parce que ça fait beaucoup. Mais ce lien-là, il est évidemment colossal et il a donné lieu à de multiples analyses. Les images sont intéressantes dans la mesure où la demeure, c'est clairement la mer tout entière. C'est par la fenêtre qu'apparaît la mer. Et lorsque Norman arrive pour la première fois, on a vraiment l'impression qu'il sort de la maison de la même manière qu'il naîtrait, si vous voulez. Et la maison et la voie fusionnent totalement. Et évidemment, ça a du sens dans la mesure où cette maison est finalement le tombeau gigantesque et encore vivant dans son esprit de sa mère. Et certains ont aussi interprété la scène finale lorsqu'il est pris par Sam, comme aussi une seconde naissance, puisqu'on voit la perruque qui tombe, et lui qui clairement sort, la robe se déchire, et Norman sort réellement de la robe de sa mère, et c'est une espèce de révélation de la vérité. Mais psychologiquement aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour montrer finalement des similitudes sur des thèmes qui travaillent toute l'œuvre d'Hitchcock, et qui sont les questions du désir et de la culpabilité. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Marion et Norman sont très proches en réalité. Ils sont vraiment, ils ont tous les deux ces désirs antagonistes qui les travaillent. Elle, le désir pour cet argent qui lui permettra d'être à temps plein avec l'homme qu'elle aime. Lui, le désir pour cette femme, et donc qui va l'amener à faire un crime, à commettre un crime, voler. Et lui, le désir pour cette femme, qui va le mener à commettre un crime, puisqu'il se punit d'avoir eu ce désir à partir du moment où c'est sa mère qui le domine. Et la très belle scène de dialogue où ils sont ensemble montre un dialogue à double tranchant qui est extrêmement intéressant. La première fois qu'on voit le film, on a surtout l'impression que c'est elle qui parle de son vol et du fait qu'elle a été trop loin et qu'il va falloir qu'elle rétablisse la situation, alors que quand on connaît la fin, on voit évidemment que c'est surtout Norman qui se livre et qui dit énormément de choses sur la situation et qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas vu le film une fois précédente, si vous voulez. Et donc, on a deux personnages qui fonctionnent finalement en binôme. On voit aussi dans le rapport à la voix off, par exemple. Quand elle est dans la voiture, elle se fait un film, elle imagine toutes les conversations qui accompagnent son forfait, avec une forme de jouissance d'ailleurs, parce qu'elle sourit en pensant justement quand son patron va découvrir qu'elle a volé, etc. Et lui, on a aussi ce sourire de satisfaction devant le marais, et puis ce plan final aussi d'un sourire extrêmement inquiétant. Deux personnes qui finalement sont très seules et qui s'inventent des partenaires vocaux pour accompagner leur fantasme et puis donner un peu de sens à l'odyssée qu'ils sont en train de traverser, si vous voulez. Mais tout ça, finalement, Hitchcock n'en a cure, d'une certaine façon. Dans ses entretiens hyper importants avec François Truffaut, il explique que lui, tout ça, c'est du second plan. Le policier, l'interprétation des acteurs, le roman dont c'est issu, le fond, le message que pourrait donner le film, lui, ça ne l'intéresse pas. Il explique très clairement qu'il a un seul objectif, lui, c'est faire hurler le public. C'est son but, c'est sa jouissance, et il va tout mettre en œuvre pour ça. Et lui, il est persuadé que la cinématographie, vraiment, il parle de l'art cinématographique mis au service des sentiments des masses. Voilà, des sensations de la masse. Et il veut, lui, faire trembler une salle, il veut la faire rire aussi, il veut créer une tension, il veut les faire aller dans des directions qui ne sont pas les bonnes, et il va convoquer tout ce qui est de l'ordre du cinéma pour le faire. Et quand on regarde, c'est certes censé être un petit téléfilm, mais en réalité, c'est extrêmement travaillé d'un point de vue esthétique. Le travail sur la lumière est magnifique. On a vraiment, alors là, en plus, on bénéficie d'une très belle copie restaurée
qui lui rend parfaitement hommage, mais on voit un travail sur les contrastes extrêmement fort et des scènes qui relèvent carrément de l'expressionnisme. Il y a tout un jeu sur les cadrages, cette fameuse scène où il discute avec les oiseaux qui les observent. Hein. Il y a de très nombreux motifs qui viennent évidemment enrichir considérablement l'atmosphère, des décadrages, des contre-plongées. Quand il regarde, par exemple, quand il se penche pour regarder le registre avec Arbogast, il y a vraiment quelque chose qui est un plan quasiment abstrait. La scène aussi de la douche, elle vire quasiment à l'abstraction. C'est une scène violente d'un point de vue du récit, mais c'est aussi une scène très violente d'un point de vue formel. Et ça, Hitchcock le travaille de manière extrêmement lucide. Il veut proposer d'autres images, il veut proposer des choses plus radicales et qui soient vraiment marquantes. Et son objectif est là. Et il parle de pur cinéma dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il explique d'ailleurs les mauvaises critiques qu'il peut avoir. Il dit, mais en fait, les critiques ne s'intéressent qu'au scénario. Moi, le scénario, c'est un point de départ. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'image va donner. Et la musique, évidemment, l'aide énormément pour ça, pour créer quelque chose qui marque. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec un film qui date de 1960, mais qui est en noir et blanc, qui a été énormément copié depuis, mais pas du tout égalé, et qui fonctionne comme une sorte de référence totalement atemporelle. Ce n'est pas un film sur les années 60, par exemple, même si c'est un film contemporain, mais c'est clairement pas le propos. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de substrat idéologique, politique, sociologique. Ça n'intéresse pas Hitchcock. Hitchcock, il veut créer la sensation pure avec du pur cinéma. Et c'est la raison pour laquelle il arrive toujours à créer ces scènes qui sont des scènes qui vraiment impriment la rétine de la même façon qu'elles ont imprimé de manière éternelle l'histoire du cinéma. Merci de votre attention.